J'ai incendié la chambre de mon frère au milieu de la nuit, en veillant à ce que rien d'important ne périsse, juste assez pour que ses guitares flambent comme des rêves avortés. Mes parents m'ont surpris en train de fouiller leur tiroir, un chèque de 5000 € froissé dans la main, et au lieu de hurler, ils m'ont regardé avec pitié, comme si j'étais le fou de la famille. J'ai volé la voiture de mon père ce soir-là, direction l'autoroute vers nulle part, en laissant derrière moi un mot, votre fils prodigue a enfin appris à compter. Paris, été 2023. L'air était lourd, poisseux comme une promesse non tenue, et les rues du 18e arrondissement grouillaient de touristes qui ignoraient les fissures invisibles des vies qui les entouraient. J'avais 22 ans, et mon monde se résumait à un studio minuscule sous les toits d'un immeuble haussmannien délabré, partagé avec des colocataires que je ne voyais jamais. Mon ordinateur portable, un MacBook usé jusqu'à la moelle mais fidèle comme un chien battu, était mon seul allié. Il contenait tout, mes codes en Python pour le stage chez une start-up de fintech dans le Marais, mes nuits blanches à débugger des algorithmes qui pourraient un jour me sortir de cette spirale, et surtout, mes rêves secrets d'une vie où je ne serais plus le fantôme de la famille. Mes parents, Henri et Marie, étaient des retraités ordinaires, ancrés dans leur pavillon modeste à Saint-Denis, une banlieue où les rêves se noient dans le ronron des RER et l'odeur de kebab bon marché. Henri avait passé 30 ans à assembler des pièces automobiles chez Renault, ses mains calleuses témoignant d'une vie de labeur silencieux. Marie, ancienne caissière à Carrefour, tricotait des écharpes qu'elle ne portait jamais, comme si elle essayait de tisser un cocon pour masquer les trous de notre existence. Et puis il y avait Lucas, mon frère aîné de 25 ans, le soleil de la maison. Lucas, avec ses cheveux en bataille et sa guitare toujours pendue à l'épaule, qui rêvait de percer dans la scène indie française, de remplir l'Olympia comme ses idoles, Stromae ou Orelsan. Ses démos circulaient dans les cafés de Belleville, et chaque soir, il rentrait avec une nouvelle anecdote sur un producteur imaginaire qu'il avait repéré. J'étais le second, le sérieux, celui qui avait décroché un bac S avec mention et une licence en informatique à l'université Paris Diderot. Mais dans leur yeux, j'étais interchangeable, un rouage de plus dans la machine familiale. Alexandre, tu es si rationnel, me disait ma mère en posant une assiette de blanquettes fades sur la table du dimanche. Rationnel. Ce mot sonnait comme une malédiction, une excuse pour me demander de prêter de l'argent pour l'essence de Lucas, pour réparer la chaudière qui fuyait, pour tout sauf pour moi. Mon ordinateur? Je l'avais acheté d'occasion sur le Bon Coin avec mes économies de babysitting et de job d'été à MCDO. 3 ans de sacrifice pour ce rectangle d'aluminium qui bourdonnait comme un cœur artificiel. Ce fut un mardi de juillet, caniculaire, que tout bascula. J'étais rentré du stage, les épaules voûtées sous le poids d'un bug insoluble, quand je trouvais la maison vide. Pas de musique folk en provenance de la chambre de Lucas, pas de télé allumée sur un match de foot. Juste un silence oppressant, rompu par le tic-tac d'une horloge murale qui semblait compter les secondes jusqu'à l'explosion. Je montais les escaliers craquants, poussais la porte de ma chambre d'ado, celle que j'occupais encore les week-ends, un sanctuaire de posters de Matrix et de livres de Philippe K. Dick empilés en tours précaires. L'étagère était vide. Mon MacBook, avec son chargeur torsadé et sa coque rayée par des milliers de touches, avait disparu. Je fouillais frénétiquement, sous le lit, dans l'armoire, même dans la salle de bain, comme si un voleur invisible l'avait caché pour une blague cruelle. Mon cœur cognait, un tambour de guerre dans ma poitrine. Je descendis en trombe, hurlant leur nom. Ma mère apparut la première, essuyant ses mains sur un torchon fleuri, son visage pâle comme du lait caillé. « Alex, calme-toi. C'est pour le bien de tous. Pour le bien de tous. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Mon père surgit du salon, évitant mon regard, un journal plié sous le bras. Lucas était là aussi, assis à la table de la cuisine, grattant distraitement les cordes d'une guitare neuve. Que je n'avais jamais vu. « On a vendu ton ordinateur, fiston », marmonna Henri, sa voix rauque éraillée par des décennies de cigarettes roulées. Lucas a une audition à Londres la semaine prochaine. Un vrai producteur, pas comme ces amateurs de Pigalle. Il faut qu'il s'équipe, un ampli, des micros pro, un billet d'Eurostar. 5000 €, pile ce que ton Mac valait sur eBay. Je restais figé, le monde se rétrécissant à un tunnel noir. Vendu. Mon code source pour le projet de fin d'études, mes candidatures pour des postes à Google Paris, mes nuits où je codais pour oublier les disputes familiales au tout effacé, volatilisé pour un rêve de rockstar qui n'avait jamais rempli une salle de plus de 20 personnes. Lucas leva les yeux, un sourire penaud aux lèvres. Désolé, frangin. Mais imagine, si je perce, on sera tous riches. Toi, tu peux emprunter celui d'un pote,
non? T'es doué en info, tu t'en sortiras. Doué. Ce mot-là, c'était le pire. Comme si mon talent était une ressource inépuisable, un puissant fond dont il pouvait puiser à volonté. Ma mère s'approcha, posa une main sur mon épaule ou un geste censé apaiser, mais qui me brûla comme de l'acide. On t'en rachètera un, Alexandre. Dès que Lucas sera lancé. C'est un investissement familial. Investissement. J'éclatai d'un rire hystérique, un son étranger qui ricocha contre les murs jaunis. Et si je rate mon stage? Si je perds ma bourse? Vous y avez pensé, à votre investissement? La dispute s'enflamma comme un feu de paille. Mon père haussa les épaules, invoquant les sacrifices des parents. Lucas défendit son rêve avec des arguments flous, des imbéciles qui masquaient sa culpabilité. Ma mère pleura, ses larmes calculées qui avaient toujours fonctionné pour me faire plier. Mais cette fois, quelque chose se brisa en moi. Pas une fissure ou une fracture nette, comme un os qui cède sous la pression. Je vis clair, j'étais le bouc émissaire, le pilier invisible qui soutenait leur château de cartes. Et Lucas? Le prince, intouchable, dont les échecs étaient des leçons, pas des catastrophes. Je quittai la maison ce soir-là sans un mot de plus. Pas de valise, juste mon sac à dos avec un chargeur de téléphone et un cahier de notes griffonné. Les rues de Saint-Denis m'engloutirent, anonymes et indifférentes, sous les néons clignotants des kebabs et les graffitis rageurs sur les volets fermés. Je marchai jusqu'à la station Barbès-Rochechouart, montai dans le métro bondé, direction mon studio. Là, seul avec le bourdonnement d'un ventilateur défectueux, je m'assis par terre et laissai la rage monter. Pas une rage aveugle, non, une rage froide, chirurgicale, celle qui forge les plans les plus impitoyables. Le lendemain, je contactai l'acheteur sur eBay via un message anonyme, feignant d'être un curieux. Il s'appelait Karim, un revendeur de Montreuil qui avait payé 4000 € cash. Je le pistai sur les réseaux, repérai son entrepôt près du canal de l'Ourcq. Pas pour le récupérer au trop tard, et trop banal. Non, pour comprendre. Pour commencer à tisser ma toile. Car la vengeance, la vraie, n'est pas un coup d'éclat, c'est une symphonie lente, où chaque note est une aiguille plantée dans la chair de l'autre. Les jours suivants furent un tourbillon de survie. Je squattais la bibliothèque François Mitterrand, utilisant leur Mac public pour sauver ce que je pouvais de mon cloud où heureusement, j'avais synchronisé les essentiels. Mon stage? Je négociais un délai avec mon boss, un quinquagénaire stressé qui compatit vaguement à mon problème technique. Mais à la maison, le silence radio. Mes parents m'envoyaient des SMS larmoyants, reviens, on parle. Lucas postait des stories Instagram depuis un café de Candan, sa guitare en bandoulière, légendé le grand saut Music Dream. Chaque like était une gifle. Je décidai alors, je ne reviendrai pas en victime. J'allais les faire payer, non pas avec des flammes ou des cris, mais avec leur propre monnaie, l'argent, les rêves brisés, la culpabilité qui ronge comme un cancer. Mon premier pas? Hacker le compte bancaire de Lucas. Pas pour vider, oh non. Juste pour surveiller. Avec un script simple en bash, lancé depuis un café Wi-Fi gratuit, je fis une requête SQL basique sur leur banque en ligne mot de passe changé? Non, toujours Lucas Guitare 69, pathétique. Et là, je vis, le chèque de 5000, encaissé, plus un virement de 1000 pour l'ampli. Leur investissement. La nuit, allongé sur mon matelas gonflable, je visualisais le plan. Étape 1, saboter le rêve de Lucas sans qu'il s'en rende compte. Étape 2, retourner la famille contre elle-même, en exhumant les secrets enfouis ses dettes de jeu de mon père, ses aventures de ma mère avec un voisin. Étape 3, me reconstruire, plus fort, pour qu'il regrette chaque jour de m'avoir traité comme un pion. Mais la vengeance a un prix. Déjà, je sentais le vide en moi grandir, un froid qui n'était plus seulement la rage, mais une solitude absolue. Paris, ville des Lumières, me semblait soudain un labyrinthe hostile, où chaque passant était un potentiel traître. Pourtant, je souris dans l'obscurité. Pour la première fois, j'étais libre. Libre de détruire ce qui m'avait détruit. Les semaines suivantes furent un exercice en discipline impitoyable. Je transformais mon studio en quartier général clandestin, des post-it collés au mur avec des timelines codées, un vieux smartphone prépayé pour les appels anonymes, et des playlists de musique ambi pour noyer les doutes qui me rongeaient. Paris bruissait autour de moi où les klaxons des taxis jaunes, les rires des étudiants au Luxembourg, l'odeur de croissants frais qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Mais moi, j'étais dans une bulle,
un cocon de calcul froid où les émotions n'avaient pas leur place. Du moins, c'est ce que je me disais. Mon premier coup porta sur Lucas. Son audition à Londres? Un mirage. J'avais fouillé son email au mot de passe Marie 123, encore plus prévisible, et découvert les échanges avec le soi-disant producteur. Un certain Michael Harris, un nom qui puait le faux depuis des kilomètres. Un rapide reverse search sur Google et voilà, un arnaqueur notoire, un Français expatrié qui chaînait les pigeons artistes sur des forums indie. Pas de studio à Camden, juste un squat à Brixton financé par des crédules comme mon frère. Je n'avertis pas Lucas. À quoi bon? Il aurait pleurniché, accusé le sort. Non, je hackais l'email de Michael, un phishing basique, un lien piégé envoyé sous couvert d'un contrat final. Quand il cliqua, je pris le contrôle, supprimai les preuves, envoya un message de confirmation bidon annulant l'audition pour raisons imprévues. Puis, pour la cerise, un virement fictif de frais d'annulation vers un compte offshore que j'avais monté en 10 minutes sur une plateforme crypto anonyme. Résultat, Lucas débarqua à Londres avec son ampli flambant neuf, guitare en main, pour découvrir un silence assourdissant. Ses posts devinrent larmoyants, déception artist life, avec des émojis de cœur brisé. Chaque like que je scrollais me procurait un frisson pervers, un mélange de triomphe et de nausée. De retour à Paris, il s'effondra. J'écoutais les appels vocaux que mes parents laissaient sur mon répondeur ignoré, bien sûr. Alex, Lucas est déprimé. Il a besoin de toi. Reviens. Besoin de moi. Ironie cruelle. Pendant ce temps, je bossais comme un damné, nuit blanche à coder pour une freelance agency sur Malte, des gigs de data scrapping pour des boîtes obscures qui payaient en bitcoin. Mon nouveau laptop? Un Lenovo d'occasion, acheté cash à un brocanteur de Bastille, assez puissant pour mes scripts mêlés comme un crapaud. Il symbolisait ma renaissance, pas de grâce, juste de l'efficacité brute. Mais la famille ne lâchait pas. Un soir de septembre, pluie battante sur les toits de zinc, on frappa à ma porte. C'était ma mère, trempée jusqu'aux os, un sac de course à la main comme alibi. « Henri ne sait pas que je suis là », murmura-t-elle en entrant, ses yeux rougis par des larmes ou la fatigue. Le studio puait le takeaway taille et le café froid, elle s'assit sur le bord du lit, évitant les câbles qui serpentaient comme des veines. Lucas. Il a tout perdu. L'audition, c'était une arnaque. Il parle de suicide, Alex. Ton frère, notre soleil. Notre soleil. Je serrai les dents, sentant la rage remonter comme de la bile. Et moi, maman? Quand on a vendu mon ordi, vous avez pensé à mon suicide professionnel. Elle sursauta, comme si je l'avais giflée. Pour la première fois, je vis la faille, sous son masque de mère sacrificielle, une femme usée, rongée par des regrets qu'elle n'avouait jamais. Elle parla alors, un flot décousu, les dettes de mon père au PMU, ces paris hippiques qui avaient saigné nos économies, ses propres nuits solitaires quand Henri rentrait ivre d'un bar de quartier. On voulait juste que Lucas s'en sorte, qu'il devienne ce qu'on n'a pas pu être. Toi, tu es fort, Alex. Tu rebondis toujours. Fort. Encore ce mot. Je la fixai, et dans un éclair de lucidité, je compris, leur amour était conditionnel, une équation où Lucas valait X et moi X1. Je ne la renvoyais pas encore. Au lieu de ça, je l'écoutais, hochant la tête, feignant l'empathie. Elle partit avec une promesse, je viendrai te voir plus souvent. Mensonge. Mais ça me donna l'ouverture, le lendemain, je plantai un Keylogger sur son téléphone quand elle oublia son chargeur. Accès total à leur vie numérique, messages, photos, secrets. Henri fut le suivant. Ses dettes? Pas juste des paris. Un prêt usuraire à un prêteur sur gage de Barbès, pour couvrir un emprunt à un collègue de Renault qui s'était volatilisé. J'anonymai un email à ce prêteur, feignant d'être Henri, et négociai une relance, doublement des intérêts sinon paiement dans la semaine. Puis, un appel anonyme à la banque, signalement de fraude potentielle sur le compte familial. Résultat? Un gel temporaire des fonds, juste assez pour que les factures s'accumulent, pour que la peur s'installe. Lucas, lui, sombrait. Ses posts X au Twitter pour les puristes étaient un cri de détresse, threads interminables sur la précarité des artistes, des RT de pétition pour le RSA culturel. Je créai un bot simple, un script Python qui liquait et commentait sous un faux compte, t'es nul, mec. Rentre bosser comme tout le monde. Pas trop, juste pour amplifier le doute. Il répondit une fois, qui es-tu?
Un à terre? Je souris dans le noir. Oui, ton frère, le fantôme que tu as ignoré. Mais la nuit, seule, la vengeance me rongeait aussi. Des cauchemars où je codais un virus qui effaçait tout au pas juste leur vie, la mienne. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, me demandant si j'étais en train de devenir pire qu'eux. Paris, avec ses lumières éternelles, me narguait, couples enlacés sur les quais de Seine, rire dans les brasseries bondées. J'étais exclu, un paria autoproclamé. Pourtant, je persistais. Car arrêter maintenant serait admettre la défaite. Fin octobre, le climax familial, un dîner réconciliateur que ma mère organisa dans un bistrot de Montmartre, neutre territoire. J'y allais, rasé de frais, en chemise propre l'apparence du pardon. Lucas était là, amaigri, ses yeux creux comme des puits. Henri, taciturne, sirotait un pastis. Ma mère servait les discours, on est une famille, on surmonte. Je hochai la tête, proposai même un toast. Mais sous la table, mon pied effleura le téléphone de Lucas, activant le malware que j'avais glissé via un lien partage de playlist Spotify. Ce soir-là, de retour au studio, je déclenchai la phase 2, un faux email de son label imaginaire, promettant un comeback si investissement supplémentaire. Il mordit, vira 1000 € empruntés à nos parents, bien sûr. Puis, pouf, disparition du contact, fond gelé sur crypto. Le lendemain, ces hurlements filtrèrent via le Keylogger audio que j'avais installé. C'est qui ce salaud? J'ai tout perdu encore. Je ris, un rire sec, sans joie. La vengeance progressait, mais le poison s'infiltrait en moi. Étais-je en train de tuer le frère que j'aimais haïr? Ou juste de rééquilibrer la balance? Le doute grandissait, une ombre dans mon code impeccable. Novembre enveloppa Paris d'un manteau gris, froid et impitoyable, comme si la ville elle-même conspirait à mes côtés. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards, et les vitrines de Noël prématurées clignotaient déjà, moqueuses, rappelant que la vie continuait pour les autres. Pour moi, c'était une guerre souterraine, un jeu d'échecs où chaque pièce était une vie brisée. J'avais économisé assez pour un vrai logement, un T2 anonyme à Belleville, avec vue sur les escaliers raides et les murs tagués de manifestos anarchistes. Ça collait, j'étais devenu un insurgé domestique, armé de lignes de code et de rancune. Lucas était au bord du gouffre. Ses concerts dans des bars miteux du canal Saint-Martin tournaient au vinaigre, public clairsemé, Soulard qui huait ses balades introspectives. Un soir, via le micro de son phone, j'entendis sa dispute avec ma mère, « C'est ta faute, maman. T'as vendu l'ordi d'Alex pour moi, et regarde où ça nous mène. » Elle sanglota, un son qui me transperça malgré moi. On voulait ton bonheur, fiston. Alex comprend, il est parti mais il reviendra. Comprendre. Le mot me fit grincer des dents. J'intervins subtilement, un SMS anonyme à Lucas, depuis un burner-app, ta mère couche avec le voisin depuis 2 ans. Demande-lui pour les nuits où papa bosse tard. Le lendemain, chaos familial. Appel en rafale sur mon vrai téléphone où je décrochai enfin, feignant la surprise. Alex. C'est l'enfer ici. Lucas accuse Marie de des horreurs. Henri est furieux, il a cassé une chaise. La voix de mon père, brisée, un homme acculé. Je jouais l'innocent, quoi? Je sais rien. Peut-être que c'est le stress. Mais intérieurement, triomphe. Les secrets exhumés, comme des cadavres dans un jardin potager. Ma mère, blessée, chercha refuge chez moi. Elle arriva un après-midi pluvieux, parapluie dégoulinant sur le paillasson. Alex, mon chéri. C'est faux, hein? C'est rumeur. Je l'invitai à s'asseoir, lui préparer un thé, geste maternel inversé, ironique. Elle parla pendant des heures, oui, il y avait eu un flirt, un été chaud de 2019, avec Jacques le boulanger d'en bas. Juste des mots, des regards. Henri ne me touchait plus. Vulnérable, elle pleurait, et pour la première fois, je vis l'humaine derrière la sainte. Une femme piégée dans un mariage fané, qui avait misé tout sur les enfants pour combler le vide. Pitié? Peut-être une étincelle. Mais la rage l'étouffa. Maman, pourquoi moi? Pourquoi toujours sacrifier le fort? Elle baissa les yeux. Parce que tu es comme ton père, distant, dans ta tête. Lucas, il nous touche, il nous fait sentir vivants. Toucher. Le verbe résonna comme une sentence. Je la laissai partir avec un câlin forcé,
mais pas sans planter la graine, parle à papa. Ou ça va empirer. Henri craqua le premier. Ses dettes gonflaient, le prêteur avait envoyé des visiteurs de Malabar tatoués qui frappèrent à la porte un soir. Via une caméra de surveillance hackée sur le quartier, merci, les IoT mal sécurisés, je vis la scène, mon père, pâle, balbutiant des excuses, ma mère hurlant depuis la fenêtre. Lucas, impuissant, filmait pour un témoignage artistique. Pathétique. Mon coup de grâce pour lui, un deepfake. Avec des outils gratuits sur GitHub Office Swap et un peu d'IA vocal, je fabriquais une vidéo, Lucas, en train de dealer de la bœuf dans un parc de Saint-Denis, voix synthétisée hurlant des insanités. Anonyme, envoyé à ses contacts musicaux via un compte fake. Les annulations pleuvaient, désolé, mais avec ça. Il me contacta enfin, un appel désespéré, Alex, si c'est toi, arrête. J'ai merdé, ok? Reviens, on est une famille. Sa voix tremblante, ce merdé avoué ça a failli me faire flancher. Je revis notre childhood, foot dans le jardin, complicité volée avant que ses rêves ne l'emportent. Mais trop tard. Famille? Celle qui vend ton avenir pour un ampli? Je raccrochais, le cœur serré comme un poing. Pourtant, les fissures en moi s'élargissaient. Une nuit, errant dans le Père-Lachaise sous la lune pâle, je m'assis sur la tombe de Jim Morrison ou Ironie, un autre rêveur raté. Les fantômes des célébrités me narguaient, et si ma vengeance n'était qu'un cri dans le vide? Paris, endormi, semblait juger, lumière des bateaux-mouches glissant sur la Seine comme des serpents indifférents. Le pivot arriva mi-décembre. Une offre d'embauche, développeur junior chez une fintech à la Défense, salaire décent, remote possible. Succès personnel, au milieu du chaos. Mais pour fêter? Rien. Juste un toast solitaire avec une bière tiède. Et un nouveau plan, impliquer la loi. Un signalement anonyme aux impôts pour les prêts familiaux non déclarés aux petites sommes, mais cumulés, assez pour une enquête. La famille implosait. Lucas en thérapie gratuite au CMP de la banlieue, Henri évitant le domicile, ma mère noyée dans les antidépresseurs. Leur message, supplication, accusation. C'est toi, hein? Ces emmerdes tombent pile quand tu pars. Je niais, bien sûr. Mais la culpabilité rampait, un ver sous la peau. Noël approchait, et avec lui, la tentation du pardon. Une carte postale de ma mère revient pour le 24. On t'aime. Aimer. Mot creux. Pourtant, dans le froid de Belleville, je sentis un craquement. Étais-je le monstre, ou juste l'homme qui avait enfin appris à se venger? L'hiver 2023 mordit Paris de ses crocs glacés, transformant les avenues en patinoires traîtresses et les cœurs en blocs de glace. La Défense, avec ses tours miroitantes comme des lames, devint mon nouveau bastion, open space aseptisé, collègue en costard slim qui parlait de blockchain comme d'une religion. Mon bureau, un coin vitré avec vue sur l'Arc de Triomphe noyé dans le brouillard, était un trophée amer. Succès professionnel, échec existentiel. Je codais des smart contracts le jour, ourdissant des pièges numériques la nuit. La vengeance, cette maîtresse jalouse, ne tolérait pas la distraction. La famille était un champ de ruines. L'enquête fiscale frappa comme un marteau, perquisition au pavillon de Saint-Denis, un matin de janvier où la neige saupoudrait les toits comme du sel sur une plaie. Via un flux live hacké sur la sonnette ring voisine, je vis le spectacle, agent en costume sombre fouillant les tiroirs, ma mère effondrée sur le canapé, Henri bredouillant des explications incohérentes. Lucas, rentré pour soutenir, fut interrogé comme un suspect, ses virements crypto, jeune homme. Explication? Il n'y a, bien sûr, mais les traces étaient là mes faux transferts impeccables. Le soir même, appel groupé. Ma mère d'abord, voix écorchée, Alex, c'est toi? C'est flic. Il parle de fraude. On va tout perdre. Je feignis l'horreur, quoi? Attends, je viens. Mensonge. Au lieu de ça, je bus un café noir dans un zinc de Neuilly, observant les passants emmitouflés. Pitié? Une vague, vite réprimée. Ils avaient vendu mon futur, je vendais leur stabilité. Henri prit le relais, sa voix un grognement d'ours blessé, fils, si t'as un rôle là-dedans. On est ruiné. Le prêt, les dettes au tout ressort. Ruiné. Le mot résonna comme une victoire. Je répondis froidement, papa, assumez. Comme j'ai assumé pour Lucas. Silence,
puis clic. Coupé. Lucas, lui, sombra dans la parano. Ses posts devinrent délirants, théories conspirationnistes sur les ennemis de l'art, accusations voilées contre un frère fantôme. Il chercha du boulot au serveur dans un café de République, mais ses mains tremblaient sur les plateaux, ses sourires forcés masquaient une rage bouillonnante. Un soir, il m'appela ivre, « Alex, putain, reviens. C'est toi qui fais ça, hein? Pour l'ordi? J'avoue, c'était con, mais t'es mon frère. Frère. Le mot me transperça. Je revis nos jeux d'enfants, ces dimanches pluvieux à construire des forts de coussins. Trop tard, Lucas. T'as gagné le jackpot, maintenant vis-le. Mais la machine vengeresse patinait. Au boulot, mon boss nota mon air hagard, « Alex, t'as l'air d'un zombie. Problème perso? » Je haussai les épaules, mais intérieurement, les fissures s'élargissaient. La solitude pesait, pas d'amis, juste des scrolls infinis sur Tinder qui finissaient en ghosting. Paris, ville d'amour, me renvoyait mon reflet, un homme de 22 ans usé comme un cadra divorcé. Le tournant? Une rencontre fortuite. Dans un coworking space de Pigalle, je croisai Émilie, une dev freelance aux cheveux courts teints en bleu, tatouage de circuits imprimés sur les bras. On collabora sur un projet J-Hub, et un soir, après des bières artisanales, elle demanda, « T'as l'air d'un mec qui porte le monde sur ses épaules. Raconte. » Je craquai. Tout, l'ordi vendu, la vengeance numérique, la famille en lambeaux. Elle écouta, sans juger, puis, c'est du drama shakespearien, ça. Mais mec, la revanche, c'est un piège. Ça te bouffe de l'intérieur. Ces mots s'incrustèrent comme un virus bien codé. Émilie devint une confidente, pas plus, juste une encre. On codait ensemble, on marchait le long du canal de l'Ourcq gelé, parlant de Foucault et de la société du contrôle. Ta famille t'a formaté en martyr. Hacker leur vie, c'est juste inverser le script. Mais qui gagne vraiment? Doute. Il s'insinua, corrosif. Pourtant, je poussais plus loin. Phase finale, exposer les mensonges au grand jour. Un blog anonyme sur Medium, titré « La famille parfaite, mythe ou fraude », avec des preuves édulcorées aux captures d'écran floutées, timelines anonymes. Posté sur des forums de banlieue, partagé via bots sur Reddit Air France. Buzz modeste, mais suffisant, articles locaux dans Le Parisien en ligne, scandale familial à Saint-Denis, dettes et rêves brisés. La presse appela chez eux. Ma mère fit une crise d'angoisse, hospitalisée à la PHP de Bobigny. Henri démissionna de son job de gardien, un stress trop fort. Lucas? Il plaqua tout, s'engagea dans l'armée, un contrat de base à Vincennes pour se refaire une vie. Ironie, le rêveur en uniforme, guitare troquée contre un flingue. Je l'ai vu une dernière fois, par hasard. Métro ligne 13, bondé comme un sardine box. Ma mère, vieillie de 10 ans, s'accrocha à Henri, Lucas, cheveux rasés, regard vide. Nos yeux se croisèrent les siens, implorants. Je détournai le regard, cœur cognant. Victoire? Ou naufrage partagé? Émilie avait raison. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Le soir, dans mon T2, je supprimai les scripts, effaçai les logs. Nettoyage. Mais le vide resta, un bug insoluble. Printemps 2024 éclosit sur Paris comme une fleur empoisonnée, cerisier en fleurs le long de la Seine, terrasse envahie de Parisiens en quête d'oubli. Mon job à la Défense roulait aux promotions en vue, équipe qui me respectait pour mes hacks ingénieux. Émilie et moi, on flirtait avec l'idée d'un nous, dîner chez elle à Oberkampf, vin nature et débat sur l'éthique de l'IA jusqu'au petit matin. Elle me sauvait, doucement, de l'abîme que j'avais creusé. T'es pas un vilain, Alex. Juste un mec qui a pété un câble. La famille? Éparpillée comme des cendres. Ma mère sortit de l'hôpital, amaigrie, suivie par une psy du CMP. Elle m'écrivait des lettres manuscrites au pas d'email, trop traçables, pardon, mon fils. On t'a volé ton feu intérieur. Poétique, mais tardif. Henri trouva un mi-temps comme vigile dans un supermarché de Rosny-sous-Bois, ses mains tremblantes sur les talkie-walkie. J'ai merdé, fiston. Viens pêcher au canal, comme avant. Pêcher. Innocence perdue. Lucas, enrôlé, changea. Ces rares appels depuis la caserne, voix cassée, mais déterminée. L'armée, c'est con, mais ça structure.
J'ai appris pour l'ordi maman m'a tout dit. J'aurais dû te défendre. Frère. Le mot sonnait vrai, enfin. Il parlait de déserter pour reprendre la musique, mais sobrement, plus de rêves fous. Juste des gigs locaux. Je résistais au pardon. Rendez-vous? Pas encore. La blessure suintait toujours, un rappel que la confiance est un code fragile, un seul bug et tout plante. Pourtant, Émilie insistait, va les voir. Sinon, ta vengeance te hantera forever. Sagesse. Je fixai un café neutre, un endroit anonyme près de la Bastille, un après-midi ensoleillé où les pigeons picoraient les croûtes de baguettes. Ils vinrent tous, ma mère en robe fleurie, Henri avec une chemise propre, Lucas en civil mal taillé. Gauche, tendu, comme une réunion d'Oblea. On s'assit autour d'une table en fer forgé, café fumant masquant les silences. Ma mère parla d'abord, larmes aux yeux, on était aveugles, Alex. Ton père et moi, on projetait nos échecs sur Lucas. Toi, on te voyait comme indestructible. Indestructible. Le mythe qu'ils avaient forgé, et que j'avais cru. Henri hocha la tête, regard fuyant, les dettes, c'était ma faute. Pas d'excuse. J'ai vu trop tard que je te volais ton avenir. Lucas, le dernier, murmura, frangin, j'étais égoïste. Ton ordi. J'aurais dû refuser. Mais maintenant, je bosse sur moi. Et toi? T'es heureux? Heureux? La question me désarma. Je parlais, enfin, le studio froid, les nuits blanches, la rage qui m'avait consumé. J'ai tout codé pour vous détruire. Et ça m'a détruit aussi. Silence. Puis, câlin maladroit, promesse floue. Pas de happy end hollywoodien, juste un armistice fragile. Mais la vie n'est pas un script linéaire. 2 semaines plus tard, twist, un email anonyme. Tu crois que c'est fini? On sait pour tes hacks. Panique. Qui? Le prêteur? Un beau raté? Émilie m'aida à tracer, c'était Lucas. Pas vengeance, preuve d'amour tordu. Je sais tout, depuis des mois. J'ai laissé couler pour qu'on rock bottom. Mais maintenant, on repart à zéro. Choc. Mon frère, le rêveur, avait vu clair. Il avait même effacé des traces pour me couvrir. Frère. Vrai, cette fois. Paris fleurissait, et moi avec. Émilie et moi, officiel, balade à Vélib vers Montmartre, rire dans les queues pour des expos au Louvre. La famille se recollait, dîner sporadique, pas de dettes occultes. Mon nouveau laptop, cadeau d'Émilie, bourdonnait de projets une app pour détecter les arnaques familiales, ironie salvatrice. Pourtant, les cicatrices restaient. Nuit où je revivais la vente, le métro bondé. La vengeance m'avait forgé, mais à double tranchant. Étais-je pardonné? Peut-être. Mais plus jamais naïf. Été 2024 ramena la chaleur sur Paris, une moiteur qui collait les chemises au dos et faisait miroiter l'asphalte comme un mirage. La ville pulsait d'énergie post-pandémie, festival sur les berges, apéro improvisé dans les fontaines de Trafalgar. Moi, j'avais 30 ans d'avance dans l'âme ou 22 ans de retard, c'est selon. Le job? Senior dev maintenant, lead sur un projet blockchain éthique. Émilie? Ma moitié, avec un bail partagé à Ménilmontant, où nos codes se mêlaient comme nos vies. La famille? Reconstruction laborieuse. Ma mère reprit le tricot, mais pour des associations, écharpe pour SDF de la porte de la Villette. Henri, sobre depuis Pâques, pêchait vraiment au canal, et m'invitait parfois au silence complice, ligne tendue dans l'eau calme. Lucas sortit de l'armée après 6 mois, honorable discharge. Il giguait dans des bars de la butte aux cailles, pas pour la gloire, mais pour le buzz modeste d'un public conquis. J'ai appris la modestie, frangin, dit-il un soir, autour d'une bière au comptoir général. Ton ordi? Le catalyseur. Sans ça, j'aurais continué à pomper l'air familial. On rit, âprement. Pardon accordé, mais pas oublié. Les dîners du dimanche reprirent, dans le pavillon rénové d'être remboursé via un prêt bancaire clean. Pas de bombances, juste des plats simples, pot-au-feu, discussions sur l'actu, évitant les mines. Ma mère glissait parfois, Alex, tu es notre pilier. Je corrigeais, non, maman. On est égaux maintenant. Mais la vraie leçon vint d'un bug inattendu. Août,
canicule infernale. Je recevais un colis anonyme, mon vieux MacBook, restauré, écran poli, clavier impeccable. Dedans, une note de Lucas, récupérée chez le revendeur. Efface les fantômes. Émotion brute. Je le branchais, nostalgie acide. Le disque dur. Vide, sauf un fichier, une démo acoustique de lui, voix rauque, pour mon frère, le hacker qui m'a sauvé de moi-même. Larmes? Peut-être. Émilie me trouva ainsi, effondrée sur le canapé. C'est la fin du script, demanda-t-elle, moqueuse. Ou le début d'un sequel? Je souris, un patch, disons. Version 2.0. Paris, automne approchant, me sembla enfin maison. Balade avec Émilie sous les platanes jaunissants, projet fou, une start-up à nous, sur l'IA thérapeutique pour familles brisées. La vengeance? Un chapitre clos, mais tatoué dans le code source de mon âme. Elle m'avait appris la limite, poussée jusqu'au bord, sans sauter. Un soir de septembre, sur le pont des Arts au cadenas interdit, mes promesses éternelles, je regardais la Seine couler, indifférente. La vie, ce fleuve impitoyable, emportait les drames. J'avais tout quitté, oui. Pour tout reconquérir. Pas en héros, non en survivant, cabosser mes entiers. Et si on recommençait? Murmurai-je à Émilie. Elle rit, avec un meilleur ordi, cette fois. Fin? Non. Juste pause. Dans le drama de l'existence, les actes se succèdent, impitoyables, humains.